Salut l'ami, s'il te plaît, abonne-toi. Une seconde pour toi, c'est énorme pour moi. Au moment où j'ai vu le carton nominatif, j'ai senti mon estomac se nouer. C'était du carton ivoire épais, le genre qu'on s'attendrait à voir à une collecte de fonds pour un sénateur. Ça m'a frappé plus durement que je ne l'aurais jamais imaginé. 19 ans. J'ai élevé Émilie tout seul après que sa mère nous a quittés quand elle avait 5 mois. Les couches, les gardes de nuit, les fièvres, les trajets pour l'école, les genoux écorchés, les emplois à temps partiel, les heures supplémentaires. Moi, rien que moi. Et me voilà, poussé sur une chaise recouverte de lin dans un lieu de luxe au bord du lac Aspen, entouré de gens qui ne se feraient jamais surprendre au volant du genre de camion que j'avais garé à l'arrière. Petite note avant d'écouter, partagez dans les commentaires la ville ou le pays d'où vous regardez. Et continuons. La table familiale était remplie d'inconnus, des costumes impeccables, des mains manucurées, et des regards subtils qui me disaient que je n'avais pas ma place. Une femme du côté du marié, peut-être une tante, a jeté un regard de côté à mes chaussures et s'est penchée pour murmurer à son mari. Ils ont tous les deux gloussé de l'autre côté de la table. Un type en gilet de start-upper n'a même pas essayé de cacher son sourire narquois quand j'ai pris le carton et l'ai fixé trop longtemps. J'avais l'impression d'être entré dans une soirée costumée de country club et que personne ne m'avait dit que ce n'était pas Halloween. Un jeune homme, 2 sièges plus loin, a reniflé. Je suppose qu'il devait vraiment inclure le concierge, a-t-il marmonné, ne sachant pas que je pouvais l'entendre. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement levé et j'ai repoussé la chaise, lentement et sûrement. Je n'avais pas besoin de faire une scène. Je ne voulais pas voir qu'il avait écrit. Je ne voulais pas jouer aux devinettes pour savoir combien de ces visages suffisants pensaient que j'étais un accompagnateur, une sorte d'invité de charité. Je voulais juste sortir de là. Émilie se tenait de l'autre côté de la pièce avec sa nouvelle belle famille. Elle était magnifique. Robe de soie blanche, cheveux coiffés en ondulations douces. Son sourire était facile et plein. Il trinquait à quelque chose, riant comme si rien au monde n'allait mal. Et peut-être que rien n'allait mal. Peut-être que je n'avais vraiment plus ma place ici. Peut-être que le chapitre était terminé et que je n'avais tout simplement pas tourné la page. Je me suis retourné. Je n'ai même pas dit au revoir. Je ne voulais pas pleurer devant ces gens. Je ne voulais pas leur donner cette victoire. C'est à ce moment que la musique s'est arrêtée. J'ai entendu le micro grésiller. Le brouhaha de la salle s'est éteint comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Je me suis retourné et Émilie se tenait au milieu de la piste de danse, sans ses talons, tenant la main de son fiancé. Pas doucement non plus. J'ai terminé, a-t-elle dit dans le micro. Sa voix ne tremblait pas. Nous partons. Les gens ont d'abord ri, comme si c'était une blague, mais ce n'en était pas une. Elle a lâché sa main, a quitté la piste et a marché droit vers moi. Le DJ se tenait là, figé, tenant son ordinateur portable comme s'il pouvait exploser. Son marié se tenait là, clignant des yeux comme si quelqu'un l'avait réveillé d'une gifle. Émilie a attrapé mon bras. Allons-y, a-t-elle dit. Nous ne restons pas. Je n'ai pas bougé. Émilie, qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai dans la voiture. Elle a ouvert la marche, sa robe traînant à travers les pétales de fleurs et le champagne renversé. Nous avons traversé ce lieu chic, passant devant des invités confus et des demoiselles d'honneur qui chuchotaient. Personne ne l'a arrêtée. Elle n'a pas regardé en arrière. Moi non plus. Nous n'avons pas dit un mot pendant les 40 premières minutes. Juste le bruit de la route, les pieds nus d'Émilie tapotant contre les pédales et sa robe bruissant à chaque changement de vitesse. Elle avait encore son maquillage, parfait, à peine bavé, mais sa mâchoire était serrée comme si elle serrait des mots entre ses dents. La playlist du mariage tournait en boucle depuis son téléphone, toujours connecté au haut-parleur de la voiture. Je me suis penché et je l'ai éteinte. Aucun de nous deux n'a protesté. Elle a pris la sortie pour Reno sans avoir besoin d'indication. Ma maison n'est pas luxueuse. Un seul étage, une clôture cassée, une peinture délavée, mais l'hypothèque est payée, et j'ai maintenu les lumières allumées depuis qu'elle est partie à l'université. C'est chez nous. Elle s'est garée sur le trottoir et n'a pas bougé tout de suite. Ses mains étaient toujours sur le volant, le serrant comme si elle s'attendait à être percutée. Enfin, elle a laissé échapper un long soupir et a regardé de mon côté. J'ai vu le carton avant toi, a-t-elle dit,
les yeux fixés droit devant. Hier soir, au dîner de répétition. Il était déjà sur la table. Je l'ai regardé fixement. Et tu as quand même laissé la journée se dérouler? Je devais être sûr, a-t-elle dit. Je devais voir s'ils iraient vraiment jusqu'au bout. Ils l'ont fait. Elle a plongé la main dans sa petite pochette et a sorti son téléphone, l'a déverrouillé. Sans hésitation, sans avertissement. Regarde. Elle l'a tenu entre nous et a lancé la lecture d'une vidéo. Le son était clair, trop clair. Le père du marié, Richard Walsh, se tenait au bar, la cravate desserrée, tenant un verre de scotch. Je veux dire, le gars est un homme à tout faire glorifier, non? J'ai vu sa maison sur Google Maps. C'est à peine au-dessus du niveau d'un logement social. Quelqu'un hors champ a ri. Puis la mère du marié a ajouté, ne sois pas méchant. Il est concierge, pas homme à tout faire. Utilisons son titre correct. Plus de rire. Puis la caméra a balayé et j'ai vu Evan, son fiancé, debout là, souriant. Evan a dit, j'ai hâte de voir sa tête quand elle réalisera qu'elle aurait pu avoir son vrai père pour la mener à l'hôtel, tu sais, celui qui ne passait pas la serpillière pour gagner sa vie. La vidéo s'est coupée. Mon cœur, non. Je me suis adossé au siège, regardant la rue sombre dehors. Tout ce que je pouvais penser était, ils savaient. Toute cette maudite famille savait. Et ils m'ont souri en face. Son vrai père, ai-je marmonné. Ce salaud est parti avant même qu'elle ait des dents. Émilie s'est tournée vers moi, le visage vide, la voix stable. Je leur ai dit qu'il était parti. Je leur ai dit qu'il m'avait élevé. Ils s'en fichaient. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant aujourd'hui, ai-je demandé. Ma voix s'est brisée et j'ai détesté ça. J'aurais pu rester à la maison. Elle a secoué la tête. Parce que ce n'était pas seulement à propos de moi ou de toi. Il s'agissait de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment. J'avais besoin de preuves. Je l'ai regardé. Alors, tu l'as épousé juste pour les prendre en flagrant délit. Je ne l'ai pas épousé. Elle a ouvert la boîte à gants et a sorti une enveloppe en papier craft plié. Elle l'a laissé tomber sur mes genoux. Je n'ai jamais signé le contrat de mariage. J'ai fait appel à ma propre équipe juridique pour l'examiner, le réviser et renvoyer une contre-proposition. Ils l'ont ignoré. Donc, je n'ai jamais signé. Il n'est pas valide. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un dossier de papier, des documents juridiques, des lettres notariées, des horodatages, tout à son nom, tout était blindé. Tu avais un avocat? J'ai un avocat depuis février. Avocat de famille. Confidentiel. J'ai secoué la tête. Depuis combien de temps tu prépares ça? Elle m'a regardé. M'a vraiment regardé comme si j'avais posé une question ridicule. Depuis que j'ai commencé à construire quelque chose qui valait la peine d'être protégé. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a ressorti son téléphone, a tapoté quelques fois, puis a de nouveau tourné l'écran vers moi. Cette fois, c'était un site web, une page d'accueil propre et professionnelle avec son visage dessus. Neurogène Diagnostic, diagnostic prédictif pour les soins préventifs. C'est ton entreprise. Je suis cofondatrice. Nous sommes en série C maintenant. La valorisation est d'environ 90 millions de dollars. J'ai cligné des yeux. Tu ne me l'as jamais dit. Elle a haussé les épaules. Je ne voulais pas porter la poisse, et je ne voulais pas que quiconque pense que j'en suis arrivé là grâce à eux. Je suis resté assis là, tenant le téléphone comme s'il pouvait me brûler la paume de la main. Ma fille, qui construisait des robots avec des pièces de grille-pain, était maintenant le genre de personne que les investisseurs faisaient la queue pour rencontrer, et je n'en avais aucune idée. Elle a rangé le téléphone et a dit, il pensait qu'il faisait un beau mariage. Je me suis tourné vers elle. Et tu les as laissés penser ça? Absolument. Elle a ouvert la portière et est sortie pieds nus sur le gravier. Je l'ai suivie. À l'intérieur de la maison, l'air était épais, avec une odeur de vieux cuir et de poussière. Elle a laissé tomber ses chaussures près de la porte comme elle le faisait avant, est allée directement à la cuisine et a sorti 2 bières du réfrigérateur comme si c'était encore sa maison. Et juste comme ça, j'ai réalisé quelque chose. Elle n'était jamais partie. Émilie a fait glisser une des bières sur la table vers moi, puis s'est assise et a commencé à décoller l'étiquette de la sienne comme si elle s'ennuyait.
Mais ses yeux étaient vifs, concentrés comme une tempête stationnant juste au large de la côte, attendant une raison. Elle a pris une gorgée, puis a plongé la main dans son sac de voyage et en a sorti un autre dossier en papier craft, plus épais, 7 fois plus lourd. Elle l'a posé devant moi. Il a heurté la table avec un bruit sourd. « Ouvre-le. » J'ai haussé un sourcil, mais j'ai fait ce qu'elle a dit. À l'intérieur se trouvaient des certificats d'action, des accords légaux, des registres d'achat, tout était tamponné et signé. Le premier était au nom de Silver Ridge Capital. Les autres suivaient le même nom. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Elle s'est penchée en avant, posant ses coudes sur la table. « C'est ma fiducie. J'achète des parts de Walsh Biomedical Systems depuis l'année dernière. » Je l'ai regardé fixement. « Tu as acheté des actions de l'entreprise familiale d'Evan ? » Non, a-t-elle dit. J'ai acheté le contrôle. Ma bouche est devenue sèche. Combien ? 42% depuis la semaine dernière. J'ai de nouveau regardé les documents. Ils étaient impeccables, tracés à travers des sociétés holding, certaines liées au Nevada, d'autres au Delaware. C'était le genre de montage que les gens avec beaucoup d'argent utilisent quand ils veulent rester invisibles. C'est comme ça qu'ils ne t'ont pas vu venir, ai-je marmonné. Elle a hoché la tête une fois. Ils ont supposé que j'étais juste une nerd de la biotechnologie qui s'installerait dans leur monde et jouerait le jeu. Ils n'ont pas réalisé que j'avais déjà le mien. J'ai utilisé les dividendes de Neurogène et l'héritage que grand-mère m'a laissé. Tu te souviens quand je t'ai demandé de l'aide pour ouvrir ce compte en fiducie il y a 2 ans? Oui, c'est là que ça a commencé. J'ai légèrement repoussé les papiers et me suis adossé. Tu étais assise là-dessus pendant toutes les fiançailles. Je n'étais pas assise, a-t-elle dit. J'enquêtais. Elle a de nouveau fouillé dans son sac et a sorti un dossier relié en cuir noir, le genre que les cadres apportent au tribunal. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de calcul, des documents marqués en rouge et des courriels internes. Elle les a étalés un par un comme des pièces de puzzle. Voici leur rapport sur les écarts d'inventaire. Ils ont déclaré une perte de 20 000 unités le trimestre dernier. C'est plus proche de 70 000. Voici la liste des fournisseurs. Regarde cette société, Promed Supply Chain, qui surfacture Walsh Biomedical de 15%. Et devine qui en est le propriétaire? L'oncle d'Evan. Voici leur rapport de conformité à la FDA. Falsifié. Je l'ai fait réauditer par une agence indépendante. J'ai regardé tout ce désordre. Je n'ai peut-être pas fait d'études supérieures, mais je sais quand quelque chose ne sent pas bon, et ça puait la dissimulation et la cupidité. Elle a fait glisser un document vers moi. Ils ne sont pas seulement stupides, ils sont imprudents, et une fois que cela deviendra public, ils seront grillés. J'ai secoué la tête. Émilie, c'est la guerre. Exactement. Elle a sorti 3 derniers documents. C'étaient des procurations signées. 2 d'actionnaires minoritaires, une d'une administratrice indépendante nommée Linda Barnes. Ils détiennent environ 15% à eux 3, mais ils en ont assez que la famille Walsh traite l'entreprise comme leur terrain de jeu personnel. Je travaille là-dessus depuis des mois. Linda a accepté de me soutenir pleinement si je pouvais atteindre le quorum. J'ai plissé les yeux. Donc, avec leur soutien, je peux demander un vote exécutif d'urgence et le gagner. Et en quoi as-tu besoin de moi? C'est à ce moment-là qu'elle a sorti un dernier papier, plus court, simple, un formulaire d'autorisation de procuration. Je te transfère mon vote. Je l'ai regardé fixement. Quoi? Mais je suis toujours actionnaire. Mais tu détiendras temporairement les droits de vote. Pour l'image publique. Ils ne peuvent pas dire que je suis juste une ex en colère. Mais s'ils doivent te rendre des comptes, ils s'étoufferont avec. Elle a hoché la tête. Exactement. L'homme qu'ils ont appelé un concierge, un homme à tout faire glorifier. J'ai regardé le formulaire. Pourquoi moi, Émilie? C'est toi qui as élaboré ce plan. Tu devrais le terminer. Je le ferai, a-t-elle dit. Mais cette partie est à toi. Elle s'est penchée plus près. Ils ont insulté l'homme qui a maintenu les lumières allumées en faisant des doubles gardes. L'homme qui mangeait des restes de spaghettis pour le déjeuner pour que je puisse acheter des kits de robotique. Ils se sont moqués de lui dans leur chuchotement de country club. Et maintenant, il va présider leur réunion du conseil d'administration.
Je n'ai pas bougé. Mes mains étaient toujours sur la table, mais elles tremblaient. Pas de peur, mais à cause de quelque chose de plus ancien, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la fierté, peut-être. De la rage, les deux. Tu veux vraiment que je m'assoie à cette table? Je veux que tu sois à la tête de cette table. Tu es sûr de ça? Elle a souri. Pas comme une fille, mais comme un général donnant les derniers ordres. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. J'ai pris le stylo et j'ai signé. Elle a fermé le dossier et l'a glissé dans son sac comme si rien de bouleversant ne venait de se produire. Réunion jeudi, a-t-elle dit. Sois prêt. Porte un vrai costume cette fois. Je n'ai pas de vrai costume. Tu en auras un. Elle a fini le reste de sa bière et a jeté la bouteille vide dans l'évier avec un bruit sec. Puis elle s'est dirigée vers la chambre d'amis comme si elle vivait encore ici, comme si c'était juste une autre nuit de retour de l'université. Je suis resté dans la cuisine, les mains à plat sur la table, étalées devant moi, réalisant jusqu'où elle était allée pour me protéger. Pas avec des larmes, pas avec des câlins, mais avec un effet de levier. Ma petite fille n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle est revenue avec un plan pour tout réduire en cendres. Jeudi matin, Émilie m'a jeté un costume gris anthracite, encore emballé dans du plastique. Sur mesure. Tu me remercieras plus tard, a-t-elle dit. Il semblait rigide, trop propre. Je n'avais jamais rien porté de tel. J'étais habitué aux pantalons de travail en toile et aux bottes qui pouvaient résister à une chute d'un élévateur. Mais je l'ai enfilé, les boutonné, et j'ai lacé les chaussures en cuir qu'elle avait laissées près de la porte. Quand je me suis regardé dans le miroir, je n'ai pas vu un concierge. J'ai vu quelqu'un qu'ils allaient regretter d'avoir sous-estimé. Nous sommes entrés au siège de Walsh Biomedical System à 9h04 du matin, 4 minutes après le début de la réunion du conseil d'administration. Émilie n'a pas frappé. Elle a poussé les portes en verre dépoli comme si le bâtiment lui appartenait. À l'intérieur de la salle de réunion, tout le monde s'est retourné en même temps. 12 personnes, une longue table en acajou, des carafes en cristal, des bloc-notes alignés comme s'ils s'attendaient à un lancement de produit, pas à un peloton d'exécution. Richard Walsh était assis à la tête de la table dans un costume bleu marine qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il s'est levé dès qu'il nous a vus. « Vous n'êtes pas autorisé ici », a-t-il lancé. Émilie n'a même pas cligné des yeux. Lisez les statuts. C'est une session exécutive à huis clos. Je suis une dirigeante, l'a-t-elle interrompu, tout comme mon mandataire. Elle m'a désigné. Il avait l'air d'avoir avalé une punaise. Vous bluffez. Émilie a calmement ouvert sa mallette et a sorti un seul document. Déposé lundi. Vérifié par le secrétaire général. Vous en avez reçu une copie. Elle l'a posé à plat devant lui. J'ai vu le cachet de l'État pour le transfert légal de l'autorité de procuration. Mon nom en gras en haut. Quelqu'un s'est raclé la gorge au bout de la table. Un des autres membres du conseil, une femme d'âge moyen avec un collier en argent et des yeux vifs, a feuilleté une copie de son propre ordre du jour. C'est valide, Richard. Je l'ai vu passer. Il s'est rassis, la mâchoire serrée. Émilie s'est tournée vers la salle. Je voudrais soumettre un nouveau point. Point d'urgence. Appel à un vote exécutif. Point à l'ordre du jour, violation du protocole de conformité, faute financière et gouvernance négligente. La moitié de la table s'est raidie. Richard a ri une fois, un rire sec et amer. Vous pensez que vous pouvez simplement entrer ici et monter un coup d'état. Émilie n'a pas haussé la voix. Je ne pense pas. Je sais. Elle s'est avancée et a ouvert son dossier, distribuant des copies des documents signalant les problèmes comme un professeur distribuant des interrogations surprises. Sans fanfare, juste des faits. Fraude aux fournisseurs via Promed Supply Chain, lié à votre frère, surfacturé de près de 1,3 million de dollars au cours des 4 derniers trimestres. Pertes internes sous-évaluées dans les rapports trimestriels. Documentation de la FDA falsifiée soumise en octobre dernier pour obtenir l'agrandissement de l'entrepôt. Un homme a commencé à tourner les pages. Un autre s'est frotté les tempes. Quelqu'un a murmuré, « Mon Dieu !» Richard a lancé, « C'est sans fondement. » Alors prouvez-le, a dit Émilie. Votez pour un audit. Il s'est de nouveau levé. Cette entreprise est dans notre famille depuis 50 ans.
Nous l'avons bâti à partir de rien. Vous pensez pouvoir débarquer et prendre le contrôle? Votre héritage a pris fin à la seconde où vous avez commencé à faire passer de fausses factures par des fournisseurs fantômes, a-t-elle dit. Vous n'avez pas bâti ça. Vous l'avez vidé de sa substance. Evan, son fils, a finalement parlé. Il n'avait pas dit un mot jusqu'à présent. Sa voix était douce. Émilie, allons. Ça n'a pas à devenir moche. Elle a tourné la tête, les yeux froids. Vous l'avez déjà rendu moche. La salle est devenue silencieuse. Émilie a pris une profonde inspiration, puis a hoché la tête vers moi. Mon mandataire. David Miller est prêt à demander le vote avec les actionnaires Linda Barnes, Robert Klein et Diane Ford. Linda, la femme aux yeux vifs de tout à l'heure, a levé la main. Confirmé. Robert et Diane ont suivi. Cela nous donnait 55%. Le visage de Richard s'est vidé de son sang. Il a regardé son frère et son neveu. Tous deux étaient assis, figés. Je propose de révoquer Richard Walsh, Tom Walsh Sr. et Evan Walsh de leurs fonctions exécutives. Avec effet immédiat, a dit Émilie. Je me suis levé. Je seconde. Linda a pris les choses en main. Tous pour. Les mains se sont levées. 5, 6, 7, 8. Assez. La motion est adoptée. La voix de Richard s'est brisée. Vous ne pouvez pas faire ça. Émilie s'est penchée sur la table, toujours aussi calme. Vous m'avez confié votre confiance. Je l'ai utilisée. Vous m'avez offert votre arrogance. Je l'ai transformée en arme. J'ai regardé Richard s'effondrer sur sa chaise, abasourdi. Evan n'a pas bougé. Il fixait la table comme si, en ne levant pas les yeux, rien de tout cela ne se passait. Puis Linda s'est levée. Dernier point à l'ordre du jour. Nomination du président par intérim du Conseil. Candidat, David Miller. Je n'ai pas bougé. Émilie m'a fait un signe de tête. Lève-toi. Je l'ai fait. Vote, a demandé Linda. Les mains se sont levées. Les mêmes 8. Motion adoptée. Félicitations, président Miller. La pièce a légèrement tourné, mais j'ai tenu bon. Je n'ai pas souri, je n'ai pas parlé. J'ai juste hoché la tête une fois et me suis rassis. Richard s'est levé et est sorti en trombe. Son frère l'a suivi. Evan a hésité. Émilie l'a regardé droit dans les yeux. Il ne s'est jamais agi d'amour. Evan a cligné des yeux. Quoi? Elle a jeté son sac sur son épaule. Il s'agissait d'héritage. Puis nous sommes sortis. Pas de défilé de la victoire, pas d'applaudissements, juste le bruit silencieux des talons sur le carrelage et une porte lourde se refermant derrière nous. Dans le hall, Émilie a enfin expiré. Ses épaules se sont un peu affaissées, juste pour une seconde. Je n'ai rien dit. Elle m'a regardé et a souri. Joli costume. Belle victoire. Nous sommes sortis au soleil. En sortant sur le parking, j'ai plissé les yeux vers le ciel et j'ai pensé, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a 3 semaines, j'avais de la graisse sous les ongles. Maintenant, j'étais président du conseil d'administration d'une entreprise de plusieurs millions de dollars dont j'ignorais même que je m'approchais. Émilie a ouvert le coffre et y a jeté sa mallette comme si de rien n'était, comme si c'était un mardi ordinaire. Nous sommes montés dans la voiture et n'avons pas parlé pendant 1 minute. Le moteur ronronnait, la climatisation s'est enclenchée. Je me suis adossé et j'ai regardé par la fenêtre. Ça va, a-t-elle demandé. Ouais, j'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Elle a ri sous cape. Je prépare ça depuis des années. Tu as juste sauté dans le train il y a 3 jours et tu as géré ça comme un pro. Je ne me sentais pas comme un pro. Je me sentais comme un type qui, une fois, a changé de chemise dans les toilettes d'une station-service entre 2 gares parce qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir 5 minutes de retard. Tu sais à quoi je pensais là-dedans, ai-je dit. Pendant qu'ils étaient tous assis autour de cette table, je n'arrêtais pas de me voir dans le garage, en train d'essuyer l'huile de mes mains avec un chiffon d'atelier que j'avais utilisé toute la semaine. Émilie n'a pas interrompu. Je faisais les gardes de jour à l'atelier de carrosserie, je rentrais à la maison, je réchauffais les restes, puis je prenais mon service de concierge de nuit au centre commercial. Ça a duré des années.
Je m'endormais parfois debout dans le placard à balai. J'ai manqué ton spectacle de 2e année parce que j'étais coincé à nettoyer du vomi sur le sol de l'aire de restauration. Elle a tendu la main et l'a posée sur la mienne pendant une seconde. Rien de doux, juste solide. Tu as fait ce que tu avais à faire, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je ne savais même pas si tu avais remarqué. Elle m'a regardé, sa voix ferme. J'ai tout remarqué. Et je l'ai cru. Nous sommes arrivés dans l'allée un peu après midi. Le soleil était brutal. J'ai enlevé la veste et l'ai jetée sur mon épaule. Émilie est allée directement à la cuisine, a sorti 2 verres et a commencé à les remplir de limonade comme si elle n'avait pas juste exécuté une prise de pouvoir hostile en conseil d'administration. Je me suis de nouveau assis à la table. La même chaise qu'il y a quelques nuits. La même maison, un monde différent. Elle est venue, m'a tendu le verre et a fait glisser une autre enveloppe sur la table, mais celle-ci était plus mince, de format légal. Et maintenant, ai-je demandé. Ceci, a-t-elle dit, c'est la paperasse finale pour le transfert de la fiducie. Elle transfère Walsh Biomedical System dans un fonds d'action publique avec des clauses d'accès aux soins de santé. Nous gardons une participation majoritaire sous l'abus non lucratif, mais cela bloque le profit personnel. Toi et moi, elle a sorti un stylo, nous sommes les derniers co-signataires. J'ai ouvert le dossier. J'ai lu le titre, Fondation Miller pour l'accès à la santé. Il y avait nos 2 noms, le sien en tant que fondatrice, le mien en tant que président par intérim. Tu es sûr de vouloir faire ça, ai-je demandé. Oui, il ne s'agissait pas de vengeance, papa. Il s'agissait de renverser le système qui a essayé de nous avaler. Je l'ai regardé, et pendant une seconde, tout ce que j'ai vu, c'était la petite fille en salopette qui s'asseyait sous le comptoir de l'atelier. Mangeant des crackers et me regardant démonter des conduites de frein. Tu te souviens du soir du bal de promo, ai-je demandé. Tu paniquais dans ta chambre parce que la fermeture éclair de ta robe était coincée et j'étais dehors en train de réparer le radiateur d'un inconnu. Elle est le Harry. J'étais en retard de 15 minutes et j'ai quand même réussi à être sur les photos. Tu n'as pas fait payer ce type un centime. Tu n'as même pas eu son nom. Tu savais juste que sa voiture fumait et que son enfant pleurait à l'arrière. Je me souviens, a-t-elle dit. Et je me souviens avoir pensé qu'un jour, je réparerais aussi les choses pour lui. J'ai cligné des yeux rapidement et j'ai baissé la tête. Elle a tendu la main sous la table, a sorti une petite housse à vêtements noirs et l'a ouverte juste assez pour révéler le bord d'un autre costume. Gris plus clair, tissu plus fin, coupe ajustée. C'est pour la prochaine réunion. Fait sur mesure. J'ai essayé de la repousser. Je ne vais pas vivre en costume, Émilie. Elle s'est tenue derrière moi et a posé la housse sur le dossier de ma chaise. Tu ne te tiens plus derrière moi, a-t-elle dit. Tu te tiens à mes côtés. Je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas. Ma gorge s'est nouée et j'ai senti mes yeux devenir chauds. J'ai pressé une phalange contre le coin de mon œil comme si j'avais quelque chose dedans, même si nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Elle n'a rien dit d'autre. Elle m'a laissé m'asseoir avec ça. Quelques minutes plus tard, nous nous sommes assis côte à côte et avons signé les derniers papiers de la fiducie. Pas d'avocat, pas de notaire, juste nous et un témoin sur Zoom qui a à peine dit 3 mots. Quand la dernière signature électronique s'est chargée et que le statut du transfert a clignoté en vert, je me suis adossé et j'ai fixé l'écran. C'était fait. Nous venions de confier l'Empire Walsh à une fiducie qui donnerait la priorité à l'accès médical, à la conformité et à la transparence. Des choses qui avaient vraiment un sens. Et je n'avais pas l'impression d'avoir volé quelque chose. J'avais l'impression que nous l'avions récupéré. 2 semaines plus tard, on a frappé juste après 11 heures. J'étais sur le canapé en train de regarder une rediffusion d'une émission de restauration de voitures, sirotant un soda au gingembre et à moitié endormi quand je l'ai entendu. Ce n'était pas fort, juste ferme. Trop ferme pour un voisin, trop incertain pour un policier. J'ai ouvert la porte en pantalon de survêtement et en t-shirt délavé. Evan se tenait là. Sa chemise était froissée, sa cravate de travers, ses cheveux plus en désordre que je ne l'avais jamais vu. Le type avait l'air de ne pas avoir bien dormi depuis des jours, les yeux injectés de sang, la mâchoire mal rasée, les mains nerveuses comme s'il ne savait pas quoi en faire. Monsieur Miller, a-t-il commencé, la voix basse. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de 5 minutes. Je dois parler à Émilie.
Je n'ai pas bougé. J'ai appuyé mon épaule contre le cadre de la porte et j'ai croisé les bras. Vous m'avez traité d'accessoire, ai-je dit. Maintenant, vous êtes sur mon porche à supplier pour de la pitié. Son visage s'est tordu. Ce n'était pas comme ça. Je ne le pensais pas. J'étais ivre. J'essayais de sauver la face. Je l'ai interrompu. C'est tout ce que vous avez jamais fait. Il a essayé de parler à nouveau, mais je suis sorti sur le porche et j'ai tiré la porte derrière moi juste assez pour bloquer sa vue sur l'intérieur de la maison. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Votre père a été mis à l'écart. Le conseil a voté pour un outsider. Les noms de famille sont au bord du gouffre. Maintenant, vous êtes ici la queue entre les jambes, en espérant qu'Émilie a un kit de réparation. Il a baissé la tête. Je ne savais pas qu'elle irait vraiment jusqu'au bout. C'est votre problème, ai-je dit. Vous n'avez jamais pensé qu'elle pourrait aller jusqu'au bout de quoi que ce soit. Vous pensiez qu'elle avait besoin de vous. Il a levé les yeux, son regard se dirigeant vers la porte. Puis-je au moins lui parler? Je n'ai pas répondu. Derrière moi, j'ai entendu des pas légers sur le parquet. La voix d'Émilie était calme. C'est bon. Je me suis écarté. Elle est sortie pieds nus en leggings et sweat à capuche, les cheveux attachés. Pas de maquillage. Pas de spectacle. Evan a fait un demi-pas en avant, puis s'est arrêtée. Elle ne s'est pas approchée de lui. Elle est restée près de moi, les bras croisés. Ses yeux étaient clairs et vifs. Pas en colère, mais fatiguée. Le genre de fatigue qui vient quand on a fini de porter le poids des autres. Vous n'allez pas déformer ça, a-t-elle dit. Pas ici. Pas maintenant. Il a hoché la tête rapidement. Je sais. Je sais. C'est juste que j'ai paniqué. Mon père, il me blâme. Il dit que j'aurais dû vous arrêter. Il dit que j'ai embarrassé la famille. Votre père s'est embarrassé tout seul, a-t-elle dit. Vous avez juste suivi son exemple. Il a dégluti difficilement. Je n'ai pas approuvé ce carton. Je le jure. Mais vous n'avez pas non plus protesté. Je pensais que c'était une blague, une mauvaise. Mais Émilie l'a interrompu. Vous avez ri. Vous êtes resté là et vous avez ri pendant que votre mère me traitait de fille de concierge et que votre père traitait le mien de cas social d'homme à tout faire. Vous auriez pu l'arrêter. Vous ne l'avez pas fait. Il a plongé la main dans sa veste et a sorti un morceau de papier froissé. J'ai écrit quelque chose. Je sais que ça ne réparera rien, mais... Je ne veux pas d'excuses, a-t-elle dit. Je veux de l'espace. Elle a sorti une enveloppe blanche de la poche avant de son sweat à capuche et l'a tendue. Il ne l'a pas prise tout de suite. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. Une mise en demeure, a-t-elle dit. Elle couvre le contact personnel, l'implication professionnelle et toute tentative d'interférer avec la transition de l'entreprise. Il l'a regardée comme si elle était radioactive. Vous me faites signifier un document, a-t-il demandé. Non, a-t-elle dit. Je me protège, moi et mon entreprise. Ce n'est pas personnel. C'est structurel. Il a finalement pris l'enveloppe, les mains tremblantes. C'est juste que, je pensais que nous avions quelque chose de vrai, a dit Evan. Émilie a penché la tête. Moi aussi, jusqu'à ce que je réalise que la seule chose réelle entre nous était votre besoin d'être secouru. Il a tressailli. Vous avez toujours eu besoin de quelqu'un pour vous sauver de vous-même, a-t-elle dit. J'ai arrêté de postuler pour ce poste. Il avait l'air sur le point de pleurer, mais aucune larme n'est venue. Juste ce silence stupéfait que les hommes ont quand ils voient enfin les décombres qu'ils ont aidé à construire et réalisent que personne ne viendra les aider à déblayer. Il a reculé lentement du porche. N'a pas dit au revoir. N'a pas réessayé. La lettre pendait à son côté, molle entre ses doigts. Il a traversé le trottoir, et monté dans une voiture argentée qui semblait bien trop chère pour quelqu'un qui venait d'être expulsé de l'empire de sa famille, et est parti sans phare comme si cela allait l'aider à disparaître. Émilie n'a rien dit jusqu'à ce que les feux arrière aient disparu. Puis elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur. Je l'ai suivie. Dans la cuisine, elle s'est versé un verre d'eau. Sa main était stable. Sa mâchoire était serrée. Tu vas bien, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Il parlait toujours comme s'il planifiait notre avenir,
mais en réalité, ce n'était que le sien. Me suis appuyé contre le comptoir. Tu as fait ce qu'il fallait. Elle a pris une longue gorgée. Je sais. Tu veux en parler? Non. Et c'était tout. Elle est allée se coucher. Je suis resté dans la cuisine un moment, à regarder l'enveloppe qu'Evan avait laissée derrière lui. Pas celle d'elle, la sienne. Celle qu'il avait essayé de lui tendre comme une carte de sortie de prison. Il l'avait pliée trop de fois, comme s'il n'arrêtait pas de changer d'avis sur le fait de la lui donner. Je l'ai jetée à la poubelle, là où elle devait être. Une semaine après qu'Evan soit parti de mon Porsche, Emily et moi nous tenions sous une tente louée au milieu du parc de Willow Creek, à 3 pâtés de maison du duplex où nous vivions à l'époque où je devais faire durer $30 pour les courses et l'essence. L'endroit était bondé, des enfants du quartier, des familles avec des poussettes, quelques personnes âgées de la maison de retraite voisine. Il y avait une grande bannière bleue derrière nous qui disait « Fonds communautaire Miller, des soins abordables, une véritable équité ». En dessous, il y avait 2 tables empilées de glucomètres reconditionnés, de tensiomètres et de tablettes médicales préchargées avec un logiciel d'éducation à la santé, le tout payé par la nouvelle branche à but non lucratif de Walsh Biomédical. Nous avions pris le premier versement des dividendes du 2e trimestre, en avions prélevé une belle part et l'avions directement investi pour fournir du matériel aux cliniques dans des endroits comme celui-ci, où les gens savaient comment survivre, mais avaient rarement les outils pour prospérer. Emily a pris la parole au micro en premier. Elle portait un chemisier blanc, sans veste, les manches retroussées et des lunettes de soleil sur la tête comme si elle était à sa place ici. Et elle l'était. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire les gros titres ou de faire l'aumône, a-t-elle dit, sa voix portant à travers le parc. Il s'agit de combler des fossés qui n'auraient jamais dû exister en premier lieu. Les gens ont hoché la tête. Quelques-uns ont applaudi. 2 adolescents près du terrain de basket ont arrêté de dribbler et ont écouté. Elle a fait court. Elle a toujours su être concise. Et avant que tout cela ne puisse arriver, a-t-elle poursuivi, il y avait quelqu'un qui travaillait 3 gardes pour maintenir les lumières allumées. Quelqu'un qui m'a appris que le fait d'être présent compte plus que n'importe quel titre. Elle s'est tournée vers moi et m'a désigné. Voici l'homme qui a rendu tout cela possible. Mon estomac s'est retourné. Je n'étais pas fait pour ça, mais je me suis quand même avancé. Le micro semblait trop petit dans ma main. Ma voix semblait trop forte au début, puis pas assez forte. Je me suis raclé la gorge. Je ne connaissais pas grand-chose aux affaires, ai-je dit. Et je ne connais toujours pas grand-chose, pour être honnête. Je ne sais pas gérer des feuilles de calcul, et je ne parle certainement pas en acronyme. Ça a provoqué quelques rires, mais je savais comment être présent tous les jours. Je savais comment faire ce qui devait être fait, et je suppose que c'était suffisant pour construire quelque chose qui compte. J'ai fait court et je me suis vite éloigné du micro avant de rendre les choses bizarres. Les gens ont applaudi sincèrement, pas le genre poli, le vrai genre. Après l'événement, 3 adolescents, peut-être de 17 ans, peut-être plus jeunes, sont venus me voir. L'une d'entre elles, une fille avec une coupe à la garçonne et un sweat à capuche qui disait le futur ingénieur, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme moi à une table de conseil d'administration auparavant. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête. Un autre jeune m'a demandé s'il pouvait prendre une photo avec moi. J'ai dit, bien sûr. Et il a sorti un Android déglingué qui fonctionnait à peine. Ça semblait juste. Plus tard dans l'après-midi, une équipe de nouvelles locales de Channel 5 Denver a diffusé un reportage intitulé « Un papa mécano devient président du conseil ». Ils ont mal orthographié mon nom sur le graphique, mais je m'en fichais. J'ai regardé le reportage depuis une chaise pliante à l'extérieur du centre de loisirs pendant qu'Emily donnait une interview. Elle avait l'air calme, posée, professionnelle, mais pas dans la performance. Elle était elle-même, l'avait toujours été. Quand la dernière table a été rangée et que les bénévoles sont partis, il ne restait plus que nous 2 à l'ombre. Emily s'est assise à côté de moi, m'a tendu une petite enveloppe blanche et n'a rien dit. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule clé et un acte de propriété plié. Transfert complet du titre de propriété. Il était adressé à nos 2 noms. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que c'est? Nouvelle maison, a-t-elle dit. Maison d'angle de 3 chambres, à une courte distance en voiture d'ici. Ma gorge s'est serrée. Emily, pas un remboursement.
Elle m'a interrompu. Juste une amélioration pour nous deux. J'ai de nouveau regardé la clé. Elle semblait lourde même si elle ne l'était pas. On déménage? Elle a haussé les épaules. On n'est pas obligé, mais elle est là si on veut. J'ai hoché la tête, essayant toujours d'avaler ce qui était coincé dans ma poitrine. Nous sommes restés assis là un peu plus longtemps, à écouter le vent et les voitures qui passaient occasionnellement. Pas de précipitation, pas de grands moments, juste deux personnes qui avaient passé beaucoup de temps à construire quelque chose à partir de rien, et qui pouvaient enfin se poser pour une fois. Et c'était mérité. 1 an plus tard, j'étais assis au premier rang d'un auditorium impeccable à l'université du Colorado à Boulder, portant un manteau sombre sur mesure et des chaussures qui allaient vraiment avec. Les lumières de la scène étaient vives, projetant un léger éblouissement sur les murs de verre et les rangées d'étudiants en commerce qui prenaient des notes comme si leur vie en dépendait. Émilie se tenait au pupitre dans un blazer bleu marine, les cheveux attachés. Pas d'éclat, juste de l'autorité. Elle ne faisait pas les 100 pas et ne surjouait pas. Elle tenait la salle avec une présence calme et une clarté. De la même manière qu'elle avait géré cette salle de conseil, de la même manière qu'elle était entrée dans le feu 1 an auparavant et n'avait pas scié. Son discours d'ouverture s'intitulait « De patience stratégique, gagnée en observant ». Elle a parlé de timing, d'effet de levier, de contrôle du récit. Des choses pour lesquelles je n'avais jamais eu de nom, mais que je savais instinctivement utiliser pour survivre. Le public était suspendu à chacun de ces mots, comme si elle avait inventé le concept d'attendre son tour pour frapper. Puis, pendant la session de questions-réponses, quelqu'un s'est levé et a demandé « Qui a le plus influencé votre approche lorsque vous avez commencé ?» Elle n'a pas hésité. « J'ai appris les affaires d'un homme qui n'est jamais allé à l'université, a-t-elle dit. Mais il m'a appris le coût, la valeur et le retour sur investissement mieux que n'importe quel manuel. » Sa main s'est légèrement levée et ses yeux m'ont trouvé. La salle a applaudi. Certains étudiants se sont même retournés pour me regarder. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait de signe de la main. J'ai juste hoché la tête, les mains jointes sur mes genoux, immobile comme une pierre. Après, je suis parti par les portes latérales pendant qu'Émilie était assaillie par des professeurs et des directeurs de programme lui offrant du café et des cartes de visite. J'ai pensé qu'elle me rattraperait. Le service de voiturier à l'extérieur était bondé, des étudiants avec des rêves de start-up remettant les clés de Toyota qu'ils n'avaient pas lavées depuis des semaines. Je suis passé devant le type qui travaillait là. Le même jeune qui, 1 an plus tôt, au mariage, avait ri de mon camion rouillé quand j'étais arrivé. Il ne m'a pas reconnu maintenant. Pas dans ce manteau. Pas dans ses chaussures. Il a jeté un coup d'œil et a dit « Belle voiture, monsieur ». Comme si j'étais à ma place. Je lui ai glissé un billet de 5 et j'ai dit merci sans m'arrêter. La voiture de luxe tournait déjà au ralenti près du trottoir. Émilie était à l'intérieur, finissant une bouteille d'eau et parcourant des textos sur son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis monté. « Tu as tout déchiré, ai-je dit. »« Je sais, a-t-elle répondu. »« Mais merci. » Nous nous sommes éloignés du trottoir et nous nous sommes insérés dans la circulation du campus. Aucun de nous n'a beaucoup parlé au début. Puis je me suis légèrement tourné sur mon siège, j'ai regardé par la fenêtre teintée et j'ai dit, « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. » Elle ne m'a pas regardé quand elle a répondu. « Tu as raison, a-t-elle dit. » Je n'étais pas obligé. Je le voulais. Nous avons dépassé le campus, nous nous sommes arrêtés à un feu rouge à l'intersection, et sommes restés en silence. Puis je l'ai vu. Un panneau d'affichage de l'autre côté de la route, au-dessus de la station-service où nous avions l'habitude de faire le plein avec des pièces et des billets d'$1. De grandes lettres blanches sur un fond bleu marine. L'intégrité est un héritage. Fondation Miller pour l'accès à la santé. Pas de design sophistiqué, juste des mots. Je me suis adossé au siège et j'ai fermé les yeux. Pas la vengeance, la résolution. C'est ce que je ressentais. Auriez-vous pardonné à Evan si vous aviez été à la place d'Émilie? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. YouTube a choisi ceci pour vous. Appuyez dessus. Voyons s'ils ont deviné.